Tout d'abord, merci d'être venus si nombreux. Oui, c'est normal que vous n'ayez pas de retour de son, c'est simplement parce que comme vous étiez très nombreux à vous inscrire, on ne peut pas tenir tous ici, donc on a une salle de débordement pour ceux qui arriveront un petit peu en retard. Donc si on prend les micros, c'est pour pouvoir filmer, enregistrer et que les autres personnes puissent écouter également la session. Mais c'est normal de ne pas entendre de retour de son. Alors bienvenue à ce 18e Performance User Group, un user group qui aujourd'hui est dédié à Kafka, Fast Data Pipeline with Kafka. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sam. Alors Sam, si vous êtes déjà venu au Perfug, vous avez peut-être parlé avec lui durant les pots. Moi, c'était toujours extrêmement intéressant tout ce qu'il m'expliquait sur Kafka, sur toutes ces technologies de flux. Et donc, je lui ai demandé s'il voulait bien parler ça autour de la performance, et il a accepté. Et donc, il est là aujourd'hui pour nous en parler pendant 1 heure. Comme d'habitude, après, il y aura des questions-réponses. Et après, il y aura un petit pot qui est offert par Octo à l'étage de-dessus, où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Sam et aux autres participants autour de la performance. Je vous donne ensuite rendez-vous fin mars pour un nouveau meet-up. Je vous recommande le Twitter du Perfug, le site Perfug sur GitHub, qui vous donneront toutes les informations sur les nouvelles sessions dès qu'on aura finalisé tout ça. Voilà, je vous embête pas plus, je laisse tout de suite la parole à Sam pour 1 heure sur Kafka. Merci. Attends, je vais voir que ça marche. Ah, pas en VGA. Normalement, il trouve. Voilà. Ok. Ok, bon, finalement, je n'ai pas besoin de ça. Ok, bah, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Sam Bessala. Je crois que je connais la plupart des têtes ici. Si on ne se croise pas ici, on se croise sûrement dans d'autres meet-up. Je suis développeur, freelance. Je fais beaucoup de choses. Ça dépend des périodes. Je fais de la pure data ou du pure dev ou du machine learning avec des données le plus souvent en mode flux ou en streaming. Ça dépend des périodes. Donc, à parler de, bon, le titre un peu pompeux, c'est Fast Data Pipelines avec Kafka, mais on va on va parler de Kafka. C'est bon là? Ok. Ah oui, d'accord. Donc, et là, ça va, c'est bon? D'accord. Donc, je vais parler principalement de Kafka, comment c'est. Vu qu'on est au perf user group, on va parler un peu des perfs. Et on va finir un peu pour voir comment il s'intègre en général dans l'univers Big Data, comment il est utilisé en fait aujourd'hui. Donc, si vous êtes trompé de meet-up, je suis désolé, mais moi, je ne fais pas de philosophie, donc ce n'est pas ce Kafka-là, et plutôt celui-là, qui est, donc, c'est quoi Apache Kafka? Apache Kafka, il y a beaucoup de problèmes de conception là-dessus. Quand on veut comparer Kafka en général, on veut comparer avec des messages queues, parce que finalement, pour beaucoup de gens, c'est une queue, on met des données quelque part, on les reprend. En fait, c'est plus que ça, c'est même pas ça du tout, c'est pas une queue du tout. Ce qui est Apache Kafka, c'est en fait c'est un système de messaging distribué, ni plus ni simple, en fait, il est tout bête. On met des données à l'intérieur, il les store de préférence sur du disque, de façon séquentielle, très vite, et si on est intelligent de l'autre côté, on peut les lire très vite. Donc, en gros, Kafka, il fait que ça. Maintenant, comment il le fait, c'est autre chose. Donc, c'est un système distribué par nature. Il est utilisé notamment en mode cluster avec beaucoup de machines.
il est faute tolérant et sa fonction principale, c'est vraiment faire du pub-sub. En gros, on pousse les données, puis on les relie de l'autre côté. Et contrairement aux autres systèmes de pub-sub qui existent sur le marché, tel qu'on connaît, que ce soit des systèmes de queuing ou autre chose, c'est que Kafka est modélisé comme une base de données, en fait. En fait, il utilise quelque chose dans le sens qu'on appelle un journal, un commit log, où on pousse des données, où il les écrit. Et c'est un pub-sub modélisé comme une base de données, modélisé comme ce qu'on trouve dans beaucoup de bases de données, comme Cassandra, ou bien tout ce qui est basé sur Dynamo, HPS, qui ont quelque chose qui ressemble à peu près à des commit logs. Et surtout, il permet, en fait, il arrive à supporter des grosses entrées de volume énormes de données, de plusieurs entrées différentes, et de façon, mais vraiment, avec des performances qu'on ne trouve pas beaucoup dans le monde open source quand même. Vu comment ça vient, c'est pas, en termes de performance, ça reste quand même quelque chose qui marche bien. Et au-delà du throughput, en gros, le débit sur la capacité de message qui peut encaisser et ressortir, il a aussi l'avantage d'être vraiment, on peut arriver à avoir des latences vraiment très faibles en fait, sur des coups en end-to-end dans l'entrée en sortie, avec des durées vraiment très faibles. Et cette utilité-là, ce qui permet à Kafka de se comparer avec des systèmes comme RabbitMQ, ActiveMQ. À la seule différence que Kafka n'implémente aucun protocole. Il a son propre protocole pour faire passer des messages, mais il n'y a pas de protocole sur AMQP comme on a, ou Stomp, ou bien Jabber, ce genre de protocole. Il n'implémente aucun protocole intelligent. Lui, data in, store, data out. Il fait ça de cette façon. Alors, Kafka a été open sourcé donc en 2011 par LinkedIn. Mais ça a passé une grosse période où des bugs, ou parfois l'utiliser un peu de façon un peu plus intelligente était assez compliqué. Mais LinkedIn, ils ont créé Kafka en fait pour une raison particulière, parce que le plus souvent c'est ça en fait. LinkedIn, c'est grand, c'est beaucoup de données, beaucoup de produits, beaucoup de systèmes complètement épars qui utilisent les mêmes données, que doivent communiquer entre eux. Ils arrivaient à quelque chose comme ça, où des bases différentes doivent aller sur Hadoop, des systèmes de log qui doivent chercher dans n'importe quel sens. En gros, ça devenait un vrai calvaire. Et ça, moi, dans les missions, j'en croise encore aujourd'hui. C'était pas juste à l'époque et tout. Et donc, la manière dont ils ont conçu en fait pour régler ce problème, c'est d'arriver à un système où on centralise en fait les données. En gros, un log où on centralise, et sur lesquels, à partir de ce log, faire de telle sorte que là, on puisse lire les données de façon intelligente, pouvoir les traquer, pouvoir garantir de end-to-end, de la garantie que ma donnée, elle est persistante, elle est persistée et qu'on peut la lire, ne pas trop perdre en termes de latence, et surtout pouvoir encaisser d'énormes volumes en fait. Alors, on va voir un peu comment Kafka est à l'intérieur. En gros, Kafka, c'est un système de pub-sub. C'est un système de pub-sub, donc il y a des producteurs et des consommateurs. Je n'apprends rien quand je dis ça. Et ce qui fait la force de Kafka, c'est ce qui est au milieu, ce sont les brokers. Les brokers, ce sont les serveurs Kafka, en fait. On les appelle serveurs, c'est là où les données arrivent et les brokers font leur boulot pour les persister ensuite sur du disque. Et on peut avoir plusieurs consommateurs et plusieurs producteurs sur le même cluster. Le cluster, il peut scaler dynamiquement, mais de façon un peu plus compliquée. Et ces brokers, vu qu'ils sont distribués et qu'entre eux, ils doivent communiquer, ils doivent se synchroniser. Pour synchroniser, ils utilisent Zookeeper comme pour faire du leader election. Mais Zookeeper, ici, dans la flèche, ça indique que ce sont que les brokers qui utilisent Zookeeper, mais les consommateurs aussi utilisent Zookeeper aussi eux-mêmes. Et heureusement, ça change, parce que ça, c'est une vraie plaie quand même. Mais on verra tout à l'heure pourquoi, je dirais pourquoi. Donc, Kafka, le corps de Kafka, il tourne dans ce qu'on appelle les brokers. Ça, c'est ce qui était au milieu. Les producteurs, évidemment, ils publient au niveau des brokers. Les messages qui sont publiés dans chaque broker sont sauvegardés sous forme de catégories qu'on appelle les topics. Ces différents topics où les messages sont, ils sont séparés sous forme de partitions. En fait, ces topics sont des logs, contiennent des logs en fait, qui sont des fichiers. On verra par la suite. Et ces logs sont des partitions en fait, où les données sont partitionnées. On verra sur le schéma après. Et les consommateurs s'inscrivent sur ces topics et lisent à partir des partitions en question. On va commencer par les producteurs. Il y a
pas grand chose à dire. Il y a des producteurs qui sont synchrones, donc en gros ils bloquent. Quand on fait le send, ils bornent leur truc, ils attendent que le thread soit libéré. Et tu as les producteurs async en fait, qui ne sont pas bloquants et qui sont surtout utilisés pour faire du batching. Des éléments qui rentrent après en interne pour faire du hack. J'en parlerai peut-être après, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de détails sur chaque élément. On va éviter de rentrer un peu dans chaque truc. Et dans la dernière version, tu as un changement. En fait, on a un changement au niveau des producteurs. En fait, c'est dans la version qui est jusqu'à 0.8.1, celle qui est actuelle en fait en ce moment. C'est qu'on a les producteurs qui sont asynchrones ont souvent ce côté où chaque producteur en fait en batch sont des pools de producteurs synchrones qu'ils utilisent. Et il y a un pool de threads et les AE sont séquentiels mais qui sont bloquants. Et dans le nouveau producteur, en fait, c'est de l'autre côté, il y a un changement qui se fait où en fait on utilise des queues intermédiaires au niveau de notre pool en fait de microproducteurs et tous les IO de l'autre côté sont complètement en mode pipeline en fait. Et ça, en termes de throughput, ça explose encore plus que les records que Kafka a l'habitude de battre. Et surtout, on a moins de problèmes quand on veut garantir qu'on veut savoir si la donnée était écrite, on peut avoir un hack, avec ce processeur, on arrive à avoir des garanties qui sont un peu plus sûres que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, le broker en lui-même, voilà à quoi il ressemble. Donc, on a un producer et un consumer. Le cluster Kafka, il contient plusieurs brokers et puis on a Zookeeper en bas. Et dans chaque broker, on a des partitions. Ça, c'est en fait, c'était censé être dans la slide d'avant, mais c'est pas grave. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On a des partitions qui sont en fait soit actives et d'autres qui ne sont pas actives. Les partitions qui sont actives, en général, ce sont celles qu'on appelle des leaders parce que la donnée dans Kafka, elle est partitionnée sous forme de micro-partitions qui sont sur chaque topic, sur chaque log, elle émet une donnée et chaque de ces données en question sont sous forme sont une liste de partitions qui lisent et parmi ces partitions, il y a une qui est leader, c'est celle qu'on lit. C'est juste pour éviter qu'on puisse perdre des données. On y reviendra au fur et à mesure, ça c'est juste pour illustrer comment ça marche en fait en interne. Et donc ce qui est en gras ici, ce sont les réplicas qui sont actifs. Ça illustre un peu le principe de réplication, mais dans le schéma suivant, normalement, on devait avoir. Donc dans un topic, voilà à quoi ressemble en fait une partition. Ça c'est en fait le log, ça c'est le commit log, en fait la structure de données. Donc quand on écrit le tail, c'est est derrière, c'est à la fin, on écrit toujours en arrière parce que c'est immutable. Et les consommateurs peuvent lire ici. Et pour lire chaque consumer, en fait, ils traquent chaque élément avec des offsets. On en reparlera. Et donc ça, Kafka, les données sont partitionnées sur de plusieurs partitions. Il y a une raison à ça, c'est pour pouvoir scaler horizontalement. Donc en gros, quand on rajoute des brokers, on évite d'écrire la donnée juste sur un broker, mais en fait, on la split sur plusieurs brokers différents et on traque les différentes partitions pour pouvoir retrouver en fait la donnée. Et voilà, donc chaque partition, comme je dis, c'est un commit log qui est une structure de séquentiel immutable. Et l'ordre, en fait, dans Kafka, sur les données, n'est garanti qu'au niveau de la partition. Donc, une fois qu'on sort de la partition, on n'est pas sûr d'avoir de l'ordre au niveau des données. Donc, en gros, il n'y a pas d'ordre global. On a un ordre quand on lit à partir de la partition. Donc, en gros, on peut savoir, tiens, ma donnée, elle vient avant celle-là. Mais quand le système il est complètement, quand on sort du log ou bien on est dans un broker, si on veut garantir de l'ordre, il faut faire le boulot soi-même au niveau du consumer ou de l'application. Kafka ne garantit pas de ça. Il ne garantit pas que l'ordre est global, surtout il garantit l'ordre sur la partition, mais pas ailleurs. Et voilà, donc un topic peut contenir plusieurs partitions. Ici, on a un exemple qui illustre tout ça. Donc ici, on a un topic qui contient 4 partitions. Et chaque partition a un identifiant qui est unique. Et ce dont je parlais de réplica ici, un broker a un morceau en fait, de la partition du topic, un bout du topic et tout. Et pour chaque partition, il y a une élection que les différents consommateurs font pour savoir que le topic ici, Kafka fait une élection pour trouver le leader de la partition. En gros, quand je voudrais lire les données qui sont sur ce topic ou sur ce log, j'irai choisir cette partition là-bas qui est la lead. Si cette machine tombe, après, il y aura une nouvelle élection pour choisir en fait, la réplication. Et le facteur de réplication d'un topic, en fait, c'est là où on indique en fait, le nombre de réplications qu'on veut avoir en fait, sur chaque log. Ça, c'est le replication factor. Alors, ça, c'était trop long à faire, donc j'ai pris juste la copier-coller de la doc.
Au moins, c'est plus clair, j'aurais pas mieux le dire. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle le in-sync réplica. En gros, sont des réplicas qui sont synchrones les uns des autres. En gros, si je reviens... Ici, donc, on a un réplica qui est élu leader ici. Et ben, on veut garantir que lorsque, pour pouvoir choisir un leader, un réplica qui est leader, en fait, on a certains types de réplicas qu'on choisit qui sont des candidats. Et ces candidats, en fait, ce sont ceux au niveau desquels on a une élection pour avoir un leader au niveau de la réplication. Chaque écriture, en fait, dans Kafka, elle n'est pas considérée en fait écriture faite si on n'a pas de commit officiel en fait. En gros, si tous les réplicas qui sont synchronisés, les in-sync réplicas qu'on appelle le ISR, on dit que ont reçu en fait que savent que l'écriture s'est effectuée dans une sorte de hack pour dire que l'écriture s'est faite. Là, on peut dire que l'écriture est faite. Et l'ensemble des réplicas, ça c'est l'un des principaux problèmes, est stocké dans un truc qui est génial, mais pas toujours, ça s'appelle Zookeeper, que j'ai parlé tout à l'heure. Et à partir de ces réplicas, quand il y en a un qui disparaît, on peut toujours refaire une élection à partir de ça. C'est pour garantir que quand il y a quelque chose qui tombe, on peut toujours repartir de zéro. Et le modèle en fait d'InSync Replica de Kafka, il est assez simple, mais il tire un peu de beaucoup d'autres trucs. Et il y a pas mal de blogs sur Afir, si pas vous suivez, il y a pas mal de trucs qui montrent qu'on peut perdre des données dans Kafka parce que Kafka, dans ce modèle-là, au lieu d'avoir quelque chose comme Paxos ou bien Raft, qui permet d'avoir un vote au niveau de chaque élément pour faire le truc, ici, le vote, il est limité, mais en fait, il couple un truc de vote et d'avoir un minimum d'élections. Bon, c'est deux modèles qu'il couple ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord sur ce truc, et il y a pas mal de démonstrations qu'on peut perdre des données. En pratique, je ne pense pas qu'on y arrive parce que c'est selon la manière dont on déploie son cluster et tout ça, c'est des problèmes opérationnels finalement. Mais d'un point de vue théorique, dans tout ce qui est système distribué, on arrive facilement à montrer que ce truc, cette assumption-là, elle ne marche pas toujours. Mais c'est celle qui marche et en pratique, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui perdent des données parce que tu avais un problème au niveau des cycles réplica. S'il y a un problème, c'est souvent Zookeeper, mais c'est pas forcément... De toute façon, c'est quand il y a un problème dans Kafka, soit vous le faites mal, soit c'est Zookeeper. Les brokers, ils marchent souvent bien, hein, c'est souvent le cas. Mais bon, ça, c'est un à côté, mais c'est assez documenté. Franchement, on peut regarder. Alors, on va passer au niveau des consumers. Donc, les consumers, en fait, dans Kafka, on les groupe. En fait, on les groupe sous forme de consumer group. En fait, les consumers, donc, ils sont responsables en fait pour traquer leur évolution dans le log, au niveau de la partition, et on les regroupe en fait sous forme de consumer group. Kafka s'arrange de telle sorte que, et ça c'est super important parce que c'est un problème qui revient souvent, on en reparlera, que en fait une seule thread dans un groupe de consumers qui lise en fait le message dans une partition. En gros, je vais en avant, oh, please. Je vais en avant. Si on voit ici, on a ici un cluster avec 2 brokers et 4 partitions. Ici, on a 2 consumer groups. Là, dans ce consumer group, en fait, il y a toujours un seul truc qui lit une partition ici, dans chaque consumer group. Il évite à ce que vous voyez bien que les flèches sont assez disjointes ici. On ne veut pas que ces 2 consumers puissent lire le même truc. Parce qu'après, on a des problèmes de deadlock, on a des problèmes de ramener. Ça crée un vrai problème de concurrence et surtout parfois un problème de concurrence au niveau distribué, qui n'est pas joli à voir. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il n'y a qu'un seul thread dans chaque consumer group qui lit le message dans une partition. Et si un message, en fait, si vous, vraiment, du point de vue sémantique de l'application, on veut que notre message soit lu par différents consumers, et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on ne le met pas dans le même consumer group. C'est juste le truc à ne pas faire. On évite d'avoir ça. Et surtout, ce qu'il faut se ramener, c'est que les brokers ne font rien. Les brokers, ils ne maintiennent pas l'état des consumers sur des trucs et surtout, ils ne savent pas qui a consumé quoi. Ça, c'est le consumer qui s'en occupe. Et si vous voulez le savoir, vous allez demander à Zookeeper. Donc, si vous avez commencé à comprendre que Zookeeper, il fait un peu trop de choses. Voilà. Donc, ça, c'est le cluster Kafka. Et ça, ce sont les offsets. Donc, les offsets, on a vu les logs tout à l'heure. En fait, c'est la position où, en fait, quand on est le consumer en train de lire au niveau du réplica, c'est la position sur laquelle on se trouve. Et en fait, c'est un ADI, c'est un numéro qui est séquentiel, qui traque en fait la progression au niveau du log.
Et le consumer, quand il veut lire en fait après au niveau du truc, bah, il utilise ce truc donc pour savoir en fait là où il se trouve, pour savoir l'état du consumer dans nos éléments. Et ben on utilise le tuple offset partition et topic, comme ça on sait exactement de quoi on parle. En gros, c'est un identifiant qui est quasi unique, qui est unique pour pouvoir en fait traquer la manière d'utiliser du truc. Voilà à quoi ça ressemble en fait un offset. Donc j'ai un consumer qui fetch ici. Là j'ai le log qui est avec des offsets qui sont notés là. Et ben, chaque consumer est traqué. Donc ici, quand un producteur veut envoyer quelque chose sur l'offset, sur le log, bah, il y a un nouvel offset ici, et avec ces offsets sur les consommateurs qui peuvent traquer les différents éléments. Ça, c'est une représentation assez abstraite de comment ça marche en interne. Voilà, notre cher ami Zookeeper fait un petit mot. Zookeeper est très bien pour beaucoup de choses. Mais quand on a des systèmes où on veut aller très low latency, en général, il devient plus emboulé qu'autre chose. Et dans Kafka, ils ont, moi, j'ai commencé à utiliser Kafka depuis, je crois que c'était la 0.6. Et en gros, quand ça plantait, en fait, il fallait juste insulter Zookeeper et ça marchait tout seul. Non, je déconne. Mais aujourd'hui, Zookeeper, les producteurs ne l'utilisent pas, comme on a vu au départ. Mais jusqu'à la version 0.8, en ce moment, on est à 0.8.2. Zookeeper est utilisé par les brokers et les consommateurs. Donc, en gros, pour traquer les logs, les offsets, les consommateurs, en fait, on y reviendra, les consommateurs store en fait leurs offsets au niveau de Zookeeper. Donc, en gros, les différents consommateurs qui existent dans Kafka vont aller chercher en fait des offsets dans Zookeeper. Donc, s'il y a un problème au niveau de Zookeeper et qu'on veut lire beaucoup de choses, sachant que le monde du cap théorème Zookeeper, c'est un système qui est CP, en gros, il est consistant et tolérant aux pannes. Et les écritures dans Zookeeper, le protocole ZAB qui permet de faire, qui est utilisé dans Zookeeper pour garantir la consistance, il est assez séquentiel en fait en termes d'écriture. Donc, quand tu as trop de problèmes et qu'il commence à bufferiser les writes et tout, bah, en fait, on a une cascade de problèmes qui tombent tout simplement après. Donc, les brokers n'utilisent que Zookeeper pour avoir en gros l'état global du truc, mais en fait, ils ont peu accès à Zookeeper finalement. Les consommateurs l'utilisent pour tout ce qui est traqué et tout, et surtout les brokers l'utilisent pour tout ce qui est leader election. En gros, ça, Zookeeper le fait très bien. Ça, c'est le seul truc où il n'est pas trop un problème sur un système qui veut être très low latent comme Kafka. Mais dans la prochaine version, enfin, je ne sais pas si c'est la prochaine, mais la 0.9, ni les consommateurs ni les producteurs n'utiliseront Zookeeper. En gros, les offsets qui sont traqués sur Zookeeper, bah, il y aura un topic supplémentaire en fait au niveau de chaque truc où en fait ils iront lire directement les données sur le topic. Ce qui fait qu'on ne s'occupe plus de Zookeeper. Bah, on n'a qu'à redescendre en fait au-dessus de Kafka et on lit sur un topic différent. Donc en gros, on fait du dogfooding, quoi. Mais le topic, c'est pas grave si on a le curseur qui est séquentiel. Il suffit de relire là-dessus. Parce qu'on verra après, mais comment est organisé le topic? C'est des segments de files, en fait. En gros, c'est un fichier segmenté. Et le curseur à l'intérieur, bah, ça sera ce topic qui sera en fait le log pour traquer, avec une structure, pour traquer, en fait, comme on fait sur les offsets maintenant. Exactement. Ça évite d'avoir certains problèmes et tout. Et c'est encore du proof of concept. Pour l'instant, c'est du beau papier et des codes qui traînent et tout, mais ça fait longtemps qu'ils veulent se débarrasser de Zookeeper. Donc en gros, ils y vont étape par étape. Ça a d'abord été les producteurs, on a viré on les a virés du right path. Maintenant, on enlève au niveau des consommateurs et on se concentre en fait sur les brokers. Et au fur et à mesure, je pense qu'ils implémenteront un système de consensus général pour pouvoir lire le truc. Et c'est quelque chose qui arrivera après. Donc ça, c'est Zookeeper. Il y a beaucoup de choses à dire sur Zookeeper, donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais ouais, c'est presque ça. Et écrire des consommateurs et des producteurs. Donc ça, c'était pour montrer l'API, mais pour ça, Zook, joli. Alors, ouais. En fait, il y a des exemples pour utiliser différentes API. Juste pour dire un mot sur les consommateurs, en fait. Non, ça c'est juste le config, le connecteur. Juste pour dire un mot sur les consommateurs, en fait, d'abord, on a parlé des producteurs, je n'ai pas parlé trop des consommateurs. Des producteurs, il y a le côté async et le côté sync. Bon, l'API est assez clean là-dessus. Sur les consommateurs, il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle le high-level consumer, en fait, et le low-level consumer.
Le high-level consumer, il fait presque, disons, 90% du boulot pour vous. Disons, j'ai même 95% du boulot. Il traque les offsets, il gère le rebalancing, je dirais ce que c'était alors le rebalancing. Il fait quasiment tout le boulot pour vous. S'il y a pas, en gros, on écrit le truc, il est assez simple. Je ne sais pas si j'ai le dist. Bon. Alors. Je l'ai enlevé. Ok, c'est pas grave. Mais oui, disons que en fait, le consumer, il fait tout le boulot pour vous. On spécifie ce qu'on veut. L'API est assez clean là-dessus. Il écrit. Et il y a le consumer low level. Et le consumer low level, bah, il vous donne la main sur tout. Le tracking des offsets, comment vous gérez vos connexions, comment vous gérez vos queues. En gros, vous faites tout le boulot. Il vous dit voilà où se trouvent les différentes pièces et vous le gérez. Sur certaines applications, c'est plus simple d'utiliser le consumer low level parce qu'on veut éviter les garanties, les problèmes de hack et tout. On veut vraiment juste tirer la donnée le plus vite possible et l'enlever. En gros, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Kafka, les brokers ils storent les données sur du disque, ils les flush sur du disque, et après, ils ne vous pushent pas les données. Hein. Vous allez les chercher, les données, et à vous de tirer la logique. La logique du consumer, c'est d'aller prendre les données et de les tirer. Et donc, le consumer low level, il vous dit, OK, voilà où se trouvent vos offsets, voilà où se trouvent vos différents éléments, c'est à vous d'aller les chercher. C'est très prone aux erreurs quand on commence. En gros, parfois, on ne sait pas trop ce qui se passe, on a des problèmes de perf, on a d'un seul coup, ça devient super long. Et le consumer de haut niveau, l'avantage, c'est quand on n'a pas de gros volume ou on ne veut pas tirer de gros trucs, il marche par défaut dans quasiment beaucoup de cas. Donc, quasiment tous les cas, il marche plutôt bien. Je vais montrer l'API, mais on verra tout à l'heure. Du coup, on est au perf, un peu de bragging. Ça, c'est des benches qui ont été faits par Jay Krebs, qui est à l'origine de Kafka, en fait. C'est juste un exemple tout simple. Hein. Il n'y a pas de configuration spécifique ni rien. Ça, c'est vraiment le truc. Tu prends Kafka, tu le tires. En fait, le script. Le script, il est même sur GitHub. Oh, oh. Zo. Oh, bon, c'est pas grave. Faire ça. Alors, tiens. En fait, le script est tout simple. Pour créer des topics ou au niveau des différents brokers, on peut s'amuser à le faire en ligne de commande, à l'API pour ça. Mais si vous voulez créer des topics, vous pouvez les créer sous forme bash et des scripts qui sont livrés avec Kafka. Et bah, les résultats qu'il a mis là-bas, voilà. En gros, ce qu'il fait, c'est pas long. C'est pas long du tout. Et il calcule en fait la latency avec tout ça. Donc en gros, il n'y a pas de configuration exceptionnelle. Il crée juste les threads, le niveau de réplication et il balance tout ça dans Kafka. Attends, je t'ai les... Ah, là, c'est des gros serveurs. Normalement, benchmarking, il a un benchmark en gros. Ok, ça y est. La machine a bloqué. Bon, je vais revenir. Merci Firefox. Oui, donc, mais voilà, en fait, les benches sont assez simples. Attendez, je sais pas. Je vais arranger ça. Alors, tu me ramènes l'écran.
Alors, les benches, c'est sur du Xeon avec 62 Go en fait, de RAM, si je ne me trompe pas. Je mettrai le lien sur. C'est un blog qui est assez connu. Ils arrivent jusqu'à 20 millions de writes par seconde. Mais bon, dire 20 millions de writes, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. C'est juste pour montrer en fait, avec un producteur, une réplication et 3 producteurs asynchrones, il arrive assez facilement à 700 000 écritures de record par seconde, jusqu'à 75 mégabits par seconde. J'essaie de le reproduire il n'y a pas longtemps. J'avais pas de machine assez grosse, c'était sur du cloud, sur 4 machines. J'arrivais facilement à la moitié et c'était sur des trucs sur 15 gigas de machine sans problème. Mais je flushais que des logs tout bêtes. En gros, je générais des trucs à. Comment? Alors, ça c'est un autre problème. Kafka est génial pour de petites tailles de messages en fait. En gros, j'avais des messages qui faisaient pas plus d'un quart en fait. C'est des bouts de log finalement sur un petit truc et il est flushé directement sur chaque truc. En gros, c'est des très petits messages et là ça marche. Et quand on veut faire des gros messages en fait, il y a une configuration où en fait il faut modifier la fenêtre en fait. En gros, il y a dans l'offset sur la taille de l'offset en fait, il regarde jusqu'à un certain point. En gros, c'est l'offset max en fait, le nombre d'éléments. Jusqu'à un certain point, il doit flusher. Et il faut l'ajuster par rapport à la taille des différents des éléments que vous avez, par rapport à la taille de l'offset. De dire au lieu de 600 messages, je veux que tu me les flushes au moins de 600 messages au lieu de 100. En gros, les messages de grosse taille, ils sont flushés au fur et à mesure en fait. Les configs, un jeu de config, c'est plutôt assez bien documenté sur la doc pour comment le faire sur les données. Ça, c'est un truc assez facile à reproduire. Le truc, il est sur GitHub, c'est facile à faire. Et franchement, arriver à 2 millions, je ne suis pas encore arrivé à ça, mais vu les machines, en fait, c'est pas compliqué. La question que j'ai souvent, c'est comment les gens, chaque fois que je monte ce genre de bench chez des gens avec qui je travaille ou d'autres et tout, ils me disent c'est pas possible de faire ça sur la JVM avec un truc aussi lourd. C'est vrai que c'est pas impossible, ça se fait très bien. Dans le milieu où je travaille, ça se fait sans problème sur la JVM. Là, le seul truc ici, c'est que Kafka n'utilise presque pas la JVM pour faire ça. Il y a la heap de la JVM, si on la monitore avec ça, elle est quasiment creuse ou vide. Il y a pas grand-chose. Sur 64 Go de RAM dans le bench de JKreps, sur ce truc, il y a 4 Go de RAM qui sont alloués à la JVM. En gros, il fait un XMS, XMX à 4 Go. En gros, il bloque la taille de la JVM. Donc, quasiment toutes les configs de Kafka, on fixe la taille de la heap. Tout le reste va dans le cache de l'OS en fait. Kafka, c'est ce qu'il fait. En gros, toutes les données qu'on lui écrit, il les met dans le cache de l'OS. On va venir tout à l'heure pour voir pourquoi on va voir pourquoi il fait ça. Euh, Attends, pardon. Nombre de partitions. Oui. C'est normalement pour scaler les écritures. Non, c'est pour éviter la perte de données. C'est Une réplication, juste une simple réplication. c'est juste les partitions, oui, c'est pour éviter. Scaler horizontalement, oui, mais en fait, les réplicas à l'intérieur, c'est juste pour le truc. Mais ici, le nombre de partitions en général, ça n'a pas d'impact sur le log parce que au niveau du broker, du broker lui-même sur ces segments files, la manière dont il les écrit, ces partitions, lui, il traîne son truc et il le flush. En gros, ils sont sur le page cache, ça pose pas vraiment de problème. En fait, ça a un problème si selon le consumer qu'on utilise et si on a beaucoup de données. En gros, si on utilise un consumer, on est obligé de traîner en fait les offsets, ça devient vite problématique. Quand on a le consumer high level qui fait parfois bien le boulot, ou bien si on veut pas trop configurer le truc, ça devient. En fait, le problème il est souvent au niveau du truc. Soit on a des problèmes de garbage collection, il y a du rebalancing et tout, parfois qui arrive, ou bien de lag, on va en parler tout à l'heure. Mais des problèmes arrivent, mais souvent le problème c'est pas tant le nombre de partitions qu'on a que les problèmes au niveau des consommateurs qui n'arrivent pas à suivre. Et on va voir pourquoi les consommateurs ont du mal à suivre. En fait. Je répondrai à ta question après si tu veux. Merci. Alors, pourquoi Kafka est rapide? Donc, je disais qu'il utilisait beaucoup le cache. En fait, ils utilisent le page cache du kernel, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, en gros, en général, la taille qu'on alloue à la heap, il n'y a pas grand-chose. Il utilise le gros, tout le gros est alloué en fait à faire du cache. Et surtout, en plus de ça, il utilise un truc qui est assez génial, c'est la Sandfile API. En gros, c'est le zéro copie. En fait, c'est quelque chose qui fait du zéro copie pour transférer des données. Avant de continuer, je vais montrer ce que c'est que le zéro copie.
quand on fait une lecture sur un système unique, sur un autre, on a en fait un context switch entre la partie kernel et le user kernel space en fait. En gros, on switch entre les deux. Donc, si je veux lire quelque chose du niveau du kernel et tout, je fais le buffer, je passe sur un context switch pour venir au niveau de l'application, j'écris sur un socket buffer, puis j'écris de l'autre côté. Et ces deux côtés, ça c'est deux mondes à part, et ça crée pas mal de context switch. Ça c'est l'idée globale. Et voilà, donc en gros, on a quelque chose comme quatre systèmes différents. Et ça, c'est assez long, parce qu'on doit louer des éléments, faire des syscalls qui partent. Et les différents context switching en fait, qu'ils font, ça c'est souvent ce qui est coûteux en fait, dans le système. Dans le système de zéro copie, dans ce qu'on appelle la Sandfield API, il y a un truc qui s'appelle transfer to, où en fait on demande au kernel de faire tout le boulot, on ne ramène rien au niveau en fait, de user space. En gros, tout le boulot est fait au niveau des pointeurs, en fait, comment t'appelles ça, des file descriptors. En fait. En gros, on joue et le kernel fait tout le boulot. On a moins de context switch ici. Et ça, c'est extrêmement rapide. Donc, en gros, on est passé de 4, on les a diminués carrément. Et on a vraiment diminué avant de passer au prochain site. Et ça, c'est ce que Kafka utilise. Et ça, c'est IBM qui a publié pas mal de trucs là-dessus. On peut voir leur performance sur comment ça évolue par rapport à la taille des fichiers. Donc, en gros, ça, c'est un transfert normal. Vous voyez à peu près la différence entre les différents éléments. C'est assez sensible. Donc, en gros, sur un gros fichier d'1 giga, on a de 18 000 millisecondes à quelque chose comme 8 000 millisecondes. En gros, on gagne énormément de trucs. Et ça, c'est ce que Kafka utilise, en fait. En gros, les brokers, ils utilisent ils allouent une grosse part de la mémoire au page cache, en fait, du kernel. Et ils utilisent cette API, en fait, qui est la Sandfield API, pour flusher les données, en fait, directement sur le disque. Et en plus, ils le font séquentiellement. Et on sait bien que quand on écrit séquentiellement de façon ordonnée, correctement sur du disque, ça va beaucoup plus vite, très vite même, que parfois ce qu'on peut avoir en mémoire quand on a des accès aléatoires. Et ça, c'est ça en fait qui fait le gros du boulot. Après, et les sequential writes. Bon, après, tu as ce qu'on peut faire sur les producers, marcher là-dessus. Les consommateurs, évidemment, ils poolent, ce qui fait que le broker, il ne fait pas grand-chose à part écrire. Il ne fait rien, écrire, faire de leader election, ce qu'il ne fait pas très souvent, ou bien essayer de pinguer, faire des arbitres pour avoir l'état global du système. Et tous les messages en fait, qui sont sur disque, le broker, il ne se fatigue pas à faire grand-chose. Le CPU du broker sur Kafka Monitorez, vous verrez, il est idle. Tu as de la log compaction, donc en gros, on évite pour éviter de trop utiliser de l'espace disque. Et les messages sont sur disque, en fait, on met un TTL en fait, pour pouvoir les virer. Par contre, c'est joli, mais l'un des trucs à éviter avec Kafka, c'est quand même d'avoir les disques pleins. Ça vous fout le bordel, mais je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. En gros, vous pouvez avoir la bonne configuration, vous avez oublié de changer le disque, ça devient vite un problème, et un problème qui n'est pas génial. Donc ça, j'ai expliqué les zéro copies. Alors, quelques trucs pour les performances. Il y a un truc qu'on appelle le lag dans Kafka. Je ne sais pas si vous voyez dans les jeux vidéo, vous courez, il y a des trucs qui vous rattrapent au fur et à mesure et tout. Et dans Kafka, c'est la même chose. Le lag, en fait, c'est la différence là où vous êtes en train de lire dans votre consumer et là où, en fait, le broker lui-même, la tail, en fait, du broker est. En gros, vous êtes en train de lire, le broker, lui, il écrit, vous êtes encore en retard. En gros, vous accumulez du retard, essayez de rattraper, et le broker, il va très vite. Ça, c'est un problème qui arrive, mais quasi tout le temps. En gros, il y a deux problèmes dans Kafka, c'est simple. Lag, rebalance, on va dire le rebalancing, à quoi ça sert. Ça, c'est tous les problèmes. Donc, toutes les intégrations avec n'importe quel autre système, ça, c'est ce qui arrive. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec Kafka en lui-même. En fait. Ça a à voir avec Kafka, ça surtout pas avec les brokers en tout cas. Les brokers, c'est pas eux qui agissent surtout sur le lag. S'il y a un problème au niveau des brokers à cause du lag, c'est qu'il y a un problème au niveau des cartes réseau et qu'il y a un full GC. Si vous avez un full GC sur vos brokers, c'est qu'il y a vraiment un sérieux problème de configuration. Mais ça, ça arrive vraiment pas souvent du tout. Celui qui arrive souvent, c'est les GC, soit au niveau du consumer, soit vous utilisez un consumer qui est vraiment pourri. En gros, si vous utilisez Kafka RB avec, comment vous appelez, comment on appelle la VM par défaut là, de Ruby?
MRI. Avec MRI, ouais, bah, c'est juste de dire que je prends mon temps, je vais à la piscine, puis je reviens, c'était à les données. En gros, c'est exactement ça. Il y a plusieurs consommateurs différents. Il y a ceux qui sont supportés par les gars qui travaillent sur Kafka, c'est ceux qui sont sur la JVM en Scala et en Java, parce que Kafka est écrit majoritairement en Scala. Pas du joli Scala, mais ça reste du Scala, c'est cool. Euh, il y a celui qui est en C++ qui est plutôt pas mal, hein. Il marche bien. Il y a celui qui est en Go. Il est assez récent, ça marche plutôt bien, ils arrivent à bien mapper les channels avec les partitions, donc en gros, le truc il est plutôt bien. Et l'autre problème aussi, c'est juste que Zookeeper ne vous aime plus, bah, il n'arrive plus à vous reconnaître, et puis bah, il a juste pété un plomb, et bah voilà, problème de connexion, et d'un seul coup, vous n'avez plus accès aux messages comme il faut, ça ralentit tout le système. Ça arrive souvent. Et je crois que c'est Marwan qui m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps là-dessus. T'as réglé le problème ou pas? Bah, et j'ai un des graphes que tu m'as envoyé. Et l'un souvent des problèmes, c'est soit le consumer, soit le garbage collector que tu as, soit juste un problème de connexion à Zookeeper. Ça, c'est ce qu'il m'a envoyé. Ça, c'est le mauvais lag. En gros, vous avez les offsets qui sont la courbe en bleu. Et le truc en rouge, bah, en fait, ce sont vos offsets qui cherchent en fait, à rattraper le truc. En gros, ça se balance, ça promène et tout. C'est pas normal. Ça, c'est un mauvais lag, en gros. Pourtant, vous avez les messages qui rentrent et qui sortent. Bon, ça, c'est bon. Mais la lecture n'est pas consistante et tout. Et ça, c'est un problème qui arrive souvent et ça provoque des trucs derrière où vous avez de la duplication de données au niveau de vos consommateurs. Vous ne pouvez pas lire des trucs intéressants, c'est très bien. Ça vous crée d'autres problèmes parfois en cascade pour rien. Et le plus souvent, parfois, pour résoudre le problème, bah, faut tester, retester, réécrire des choses. Il n'y a pas de recette vraiment toute faite pour trouver le lag qui vient de ça. Souvent, c'est soit un problème de garbage collector, soit un truc et tout. C'est le lag, oui. En fait, c'est le delta entre le consumer qui va et là où la tail est au niveau des partitions. Le rouge, c'est le lag. En gros, c'est la différence, le hic. En fait, il est censé être en bas. Le lag, c'est en fait les offsets, c'est normal quand on lit, bah, la taille, on va au fur et à mesure. Lui, il est censé être très bas au niveau de 0 en fait. C'est ça. Et en fait, voilà un bon lag. J'ai mes offsets, je continue à lire sur mon truc, et ben mon lag, il est très bas. Ça, c'est normalement quelque chose de correct. Ça, c'est ce qu'on est censé avoir en fait. S'il n'y a pas de message dans le truc, oui, vos trucs, si votre consumer a un état qu'il attend qu'il n'a pas de message, bah oui, on a un deadlock. C'est souvent ça. C'est un vrai tueur en termes de performance. Hein, il y a ça et il y a un autre problème. Le garbage collector, ça c'est un truc, une présentation de Spotify. Avant, ils avaient beaucoup de full GC au niveau de leurs consommateurs et ils avaient même ça au niveau des brokers. Et bah voilà, le temps que ça prend au niveau des full GC, ça peut devenir très lent parce que si on a mal configuré le truc, on a beaucoup de données qui sont sur les brokers, on a beaucoup de données qui sont au niveau des consommateurs, bah, quand on a un full GC qui prend, bah, en fait, ça prend des jours. Bah, voilà ce que ça fait. C'est difficile à arranger et ça revient très souvent. Donc en gros, l'idée, quand on a du full GC, c'est simple, il faut utiliser. Moi, j'utilise encore concurrente Mark Sweep. Bah, quand on dit. Tout le monde dit utiliser J1. Je n'ai pas encore d'expérience là-dessus, mais de ce que tout le monde me dit, ça marche plutôt bien là-dessus parce qu'on peut fixer les times de GC, donc ça marche plutôt bien. Et l'autre problème qui apparaît, c'est le rebalancing en fait. Donc, c'est quoi le rebalancing? Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, on avait dit que chaque consumer ici, chaque consumer group avait un thread qui était spécifique pour lire en fait une partition au niveau des serveurs. Ça, c'est le truc. Bah, ce truc-là, c'est quand même assez intéressant, c'est quand même assez important, ça évite, ça donne un équilibre en fait au niveau de la dispersion assez équilibrée au niveau des données et comment on les lit en fait. Ça évite d'avoir des deadlocks ou des problèmes de concurrence sur les trucs. Et bah, le rebalancing en fait, c'est quand dans un groupe, il y a un changement en fait qui se fait. En gros, j'ai rajouté un nouveau truc. Par exemple, j'avais quelque chose, je lisais sur 10 partitions, j'avais 2 consommateurs dans un consumer group, j'avais une thread qui lisait les 10 partitions en question, puis qui me les ramenait au niveau des consommateurs. Et bah, d'un seul coup, j'ai un consumer qui a sauté du niveau du consumer group. Bah, en fait, il faut que je me réadapte en fait, à rebalancer tout ça. Et bah, ça crée pas mal de problèmes. Et pour ça, ça c'est un processus normal parce que c'est Kafka qui rebalance en fait tout le truc. Et bah, pour ce faire, il fait un système de consensus, une nouvelle sorte d'élection en fait,
pour savoir quelles sont les partitions qu'il va réassigner en fait à chaque consumer. Et ça, cette opération, elle peut être coûteuse en fait. Et pour ce faire, il redivise le nombre de brokers, de partitions qu'on a au niveau des consommateurs. Et ça peut arriver aussi quand on rajoute un broker en fait au niveau de tout le setup. Et ça arrive aussi quand notre cher ami Zookeeper n'arrive pas à avoir de heartbeat au niveau qui viennent en fait depuis mes brokers. Ou bien quand on veut augmenter juste la taille du parallélisme, où on veut on veut pouvoir lire plusieurs partitions, on veut qu'au lieu d'un thread, on va avoir 2 threads qu'on veut associer pour lire différents types de partitions. Ça peut prendre du temps, parfois ça prend beaucoup plus de temps, puis ça vous casse tout. En général, si on n'a pas une configuration trop foireuse, on arrive à un truc qui va de 200 millisecondes à 1 seconde, parfois ça prend même moins dans les 50 millisecondes et tout. On ne le voit pas, mais quand on le voit, ça tue quand même. Et ça a des mêmes problèmes, d'autres conséquences qui reviennent au niveau en fait des consommateurs après, c'est qu'on a de la duplication de données, on a de la donnée qui disparaît parce que le consommateur n'arrive pas à traquer tout ça. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui apparaissent à cause de ça. Alors, d'autres petits trucs assez marrants dans Kafka à ne pas faire. Ne supprimez pas vos topics. Ça, si vous éteignez pour supprimer un topic en fait, dans Kafka, c'est simple. Vous arrêtez tout le cluster pour vous le virer. Si vous allez, il y a une méthode dans 0.8, je crois, ou 0.8.1 et tout, qui dit delete topic. Il vous explose tout le cluster. C'est assez sympa. Donc en gros, dans la 8.1.1, je ne sais pas, mais j'ai cru lire qu'en fait, ils l'ont désactivé parce que ça ne marchait pas. Et dans la 0.8.2, il dit oui, on a encore fait un nouveau truc pour pouvoir déléter les topics. Ouais, on va essayer d'abord chez vous, on verra. Éviter le swapping, en fait. Il faut tuer le swap, en fait, dans Kafka. C'est, comme je l'ai dit, il y a le zero file API et tout. Il n'aime pas le swap, c'est pas terrible, il y a un problème là-dessus. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, allouer beaucoup de mémoire à tout ce qui est page cache et au cache de l'OS et tout. Et pas nécessairement pour la JVM sur les brokers, mais surtout le gros tas de la mémoire, laissez-le quand même pour l'OS. Utiliser J1, même si j'ai pas trop je ne saurais pas trop dire si ça marche mieux ou pas. Bon, tout le monde dit que ça marche mieux, ça doit être vrai, enfin, j'espère. Et il y a pas mal de petits outils qui sortent maintenant, Kafka Web Console pour regarder comment ça marche. Et il y a le dernier qui est Kafka Manager qui est fait par Yahoo. C'est une application Play en gros qui vous gère tout votre installation, votre cluster en fait de Kafka, des brokers, des partitions, tous les éléments qui sont à l'intérieur. En gros, c'est un petit truc fait. Vous le mettez sur un conteneur Docker, vous vous dites où vous connectez, puis boum, ça marche assez bien. Les trucs qui manquent, il n'y a pas de sécurité dans Kafka. Ça, il n'y a pas du tout. Si vous voulez de la sécurité, vous le faites vous-même. Donc, en gros, il y a des discussions qui font, mais c'est pas. J'ai vu des gens qui font de l'encryption des données avant qu'ils aillent dans Kafka. Ah oui, il y a un autre truc dans Kafka, c'est que Kafka, il s'en fout de la sérialisation. Vous voulez lui donner de la donnée, lui, il prend un byte, un array de bytes, point, un tableau et tout le truc. Si vous voulez de la sérialisation, ça peut être. C'est bien d'avoir des schémas. Moi, je suis un partisan des schémas. Et on peut lui envoyer du protobuf et de l'avro, mais en fait, il faut garder la logique au niveau des consommateurs après. C'est bien parce qu'après, on peut optimiser comment on les lit si on veut les rechanger après. Mais Kafka n'a pas de schéma. Et sur la sécurité, donc il y a des gens qui encryptent les données. Et des discussions sur le Jira, c'est plutôt sur comment en fait gérer avec soit du Kerberos ou avec des trucs SASL, gérer les trucs pour que les consommateurs puissent écrire sur des topics différents, des producteurs puissent écrire sur certains types de topics, en gros garantir la sécurité au niveau des producteurs ou bien que les consommateurs puissent lire juste un type de topic. Aujourd'hui, c'est la fête pour tout le monde. On peut avoir des pertes de données. C'est dû toujours à tout ce qui est lag et tout ce qui est truc, ou parfois au niveau des fenêtres. Mais par exemple, c'est un truc qui arrive souvent si vous pluguez Kafka facilement avec Flume. Il y a un projet qui s'appelle Flavka qui règle ce problème, qui branche Flume et Kafka. Je n'ai toujours pas trouvé l'intérêt, mais ils le font. Mais tu as pas mal de trucs aussi. Certains types de consommateurs qui sont embarqués, j'y reviendrai tout à l'heure, qui posent pas mal de soucis. Il n'y a pas un truc pour gérer automatiquement les grosses séries de messages. En gros, il faut configurer le truc, il faut le faire un peu à la main, il faut chercher. Et Kafka n'est pas une queue, mais j'aimerais bien un truc qui vienne de la back pressure au niveau des producteurs, des consommateurs plutôt. Moi, ce que je fais le plus souvent quand je veux tirer des données, je triche au niveau des consommateurs en mettant une delayed queue ou bien un concurrent queue avec un delay, avec un petit buffer au fur et à mesure, puis je la repousse. C'est assez synchronisé et on peut jouer avec les partitions avec ça. Mais ça, c'est des trucs qui manquent un peu, mais
À part ça, franchement, ça marche plutôt bien. Mais mon truc s'appelait Data Pipeline, Fast Pipeline. Bah, Kafka n'est pas utilisé tout seul. En général, il est avec d'autres systèmes. Aujourd'hui, avant, c'était le truc un peu exotique. On mettait là, tu mets une queue, tu as RabbitMQ, tu vas faire quoi avec ce Kafka? Bah maintenant, dans quasiment tous les déploiements, tout ce qui est big data, on voit du Kafka central où tout le monde veut balancer les données, puis on les relie sur des trucs à côté. Soit pour faire du streaming avec Storm ou Spark, ou bien soit juste pour les transformer là-dessus et réécrire dans Kafka. Et le truc qu'on appelle le land architecture, en fait, la pièce vraiment du land architecture, c'est le backbone et c'est Kafka, quoi, en général. Et donc, Kafka avec Storm, je me demande si Storm n'est pas livré avec Kafka d'ailleurs, parce que c'est rare de le voir tout seul. Ouais. Donc, ça marche souvent comme ça. Les événements vont dans Kafka et de Kafka, Storm fait les traitements, il les réécrit dans Kafka ou bien il les envoie dans Cassandra. Bref, ça c'est un truc qu'on revoit quasiment partout. Vous allez à n'importe quel truc big data, ça c'est n'importe qui fait du real-time processing sur du big data, c'est souvent un truc qui vient. Pourquoi? Parce que parfois, dans Storm, on veut revenir à Kafka. Et les premiers débuts de Storm qui étaient dans Kafka, pour se brancher à Kafka, ils ont ce qu'on appelle Storm. Je ne sais pas si vous connaissez Storm. Il a une architecture sous forme avec c'est des workers, mais ils ont des noms un peu drôles. Il y a les spouts, les bolts, et on fait des topologies. En gros, une sorte de graphe d'exécution qu'on spécifie en fait. Donc l'entrée, c'est les spouts où on lit les données. Et donc les spouts doivent tirer les données à partir des consommateurs Kafka et les ramener là-dessus. Et bah, pendant longtemps, en fait, il y avait une grosse perte de données là-dessus. Pourquoi? Parce que le niveau de parallélisme en fait, qui était entre la lecture de Kafka et le niveau de parallélisme qui est induit dans Storm au niveau du traitement et de la lecture pour les renvoyer en dessus, ça clash un peu. Et c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve dans Spark Streaming aujourd'hui encore qui arrivent. Mais ça a été résolu, notamment parce que le Kafka Spout de Storm qui existe, qui est utilisé par défaut, utilisé en consumer de très bas niveau. Du coup, il est plus configurable sur la manière de gérer les choses et ça marche plutôt bien. C'est assez utilisé. En général, comme je disais, ils sont souvent livrés ensemble. Ah, mon cher ami Spark Streaming. Beaucoup de choses à dire sur Spark. J'adore Spark, mais alors la Spark Streaming, il y a des jours. C'est pas que Spark Streaming ne marche pas bien, c'est juste que il y a beaucoup de petits trucs encore à régler là-dedans au niveau des drivers et tout. Spark marche comme un système en fait de collection distribuée, ce qu'on appelle les RDD en fait. On a des RDD, on a fait des opérations là-dessus, on fait un graph, un DAG, et puis on redistribue au niveau des clusters, et puis on ramène. Ça, c'est comme ça que marche Spark. Spark Streaming, c'est une extension du principe d'RDD, mais au niveau du streaming en fait. Donc mes données qui viennent sont mises dans une séquence de données séquentielles de trucs. Ce RDD, c'est un RDD en fait qu'on appelle un stream, où mes données sont séquentielles. En gros, c'est un RDD de données séquentielles. Et bah, quand je fais mes opérations, et bah, je les redistribue comme Spark. En gros, une fois que mes données sont sous un D-stream, quand je fais une opération là-dessus, bah, ça devient Spark tout seul en fait. Sauf que bah, ça cache beaucoup de choses derrière et Spark Streaming est livré avec un truc qui s'appelle Kafka Utile pour lire automatiquement les données dans Kafka. Il utilise un consumer qui est très haut niveau. Si on a des problèmes de rebalancing, je suis obligé de configurer derrière dans Kafka, dans mes consommateurs en fait, soit j'utilise un D-stream où j'augmente ma quantité de thread qui vient, donc après j'ai d'autres problèmes qui viennent, soit j'utilise plusieurs input D-stream de Kafka, et là je configure mon parallélisme au niveau de ce que je vais lire dans les partitions. Donc ça fait un petit peu un niveau, et bah, ça arrive souvent, soit on perd de données, soit on a des gros lags, tout simplement, ça va en retard. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a réglé le côté Kafka, et bah, le temps que Spark puisse redistribuer les données sur tous les nœuds et qu'il fasse son opération pour les ramener au niveau du driver, bah, on perd parfois du temps, ça consomme. Si on n'est pas précis, si on ne veut pas avoir traité, je ne sais pas, 100 000 records par seconde et tout, on n'a pas de problème. Mais si on veut avoir un truc qui très low latency, mais c'est pas fait pour ça Spark Streaming, hein, le temps qu'il fasse ses microbats, pas fait pour de la latency, mais on peut dire ok, je vais sur une fenêtre d'une seconde, je vais avoir tant de données qui viennent de Kafka, c'est difficile à maintenir quelque chose de constant en fait. Donc faut voir ça. Mais en soi, ça marche très bien, mais c'est beaucoup de... Et il y a un projet, d'ailleurs dont je parlais là, c'est celui-là, qui est en fait une adaptation du Spout, du Kafka Spout en fait, pour lire dans Storm, qu'ils ont réécrit pour qu'il marche dans Spark Streaming en fait. Celui-là utilise le consumer de très bas niveau. Donc si vous utilisez Spark Streaming, essayez plutôt celui-là. Si vous connaissez bien Kafka, ça aide plutôt bien. Et
je pense que de toutes les façons, les gars Databricks, ils savent ça, ils essaient de modifier au fur et à mesure. Il y a pas mal de changements qui se font sur Spark Streaming, donc c'est plutôt ça. Voilà. Et un autre exemple pour finir. Ça, c'est... je fais un peu de machine learning de temps en temps. Ça, c'est en gros ce qu'on retrouve de la lambda architecture, mais optimisée pour un pipeline de machine learning, en fait. Donc, j'ai des données qui viennent dans Kafka, les inputs ici. Ma partie batch layer ici, là, c'est pour faire ce qu'on appelle extraire des features. Je fais mes opérations. Je les passe dans Spark Streaming, soit je les réécris. Les données qui reviennent, pour mettre à jour mes modèles ici, là, dans Kafka toujours, je les remets dans mon modèle sur Kafka toujours, dans d'autres topics différents qui sont relus par d'autres consommateurs au fur et à mesure. Et à la partie serving, en fait, je relis dans d'autres différents topics qui sont mis à jour, et tout mon truc. En gros, Kafka, il fait tout. C'est un cache, c'est une queue, il fait tout. En gros, on met tout à l'intérieur. Et on fixe les temps de rétention. Et dans mon job, en ce moment, on utilise un truc qui est similaire à ça. Sauf qu'il n'y a pas HDFS, on a Cassandra derrière. Mais oui, c'est... en gros, on fait quasiment tout. C'est très versatile comme utilisation. Ça, c'est un projet qui s'appelle Oryx, qui est sur GitHub. Hein. C'est fait par des gars de Cloudera. Ça marche plutôt bien. Et voilà. Il y a beaucoup de choses à dire avec Kafka, mais on n'a qu'une heure. Et sinon, c'est plutôt pour introduire et voir un peu en termes de perf ce que ça fait. Voilà, merci. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. C'était super intéressant. Il y a quelque chose que j'ai pas bien saisi sur l'aspect lag. Donc, tu disais, quand il y a du lag, c'est un problème côté consumer. Est-ce qu'il suffit pas de rajouter des consumers? Si on rajoute les consumers, déjà on crée du rebalancing. On a un autre problème. Le problème, c'est pas le nombre de consumers, mais c'est que le consumer, il est loin dans la manière dont il lit en fait le truc. Donc, si on rajoute beaucoup de consumers qui lisent de façon aussi lente, ça ne règle pas toujours le problème. Exactement. Si on a deux parties, si on rajoute un consumer dans un consumer group, en fait, on a toujours un seul thread qui doit lire à un endroit fixe. Donc, en gros, le rajouter, en fait, il va juste attendre. En fait. C'est ce qui arrive avec le rebalancing. En fait. Si j'ai par exemple un consumer group avec une thread qui disparaît et je rajoute avec une thread qui lit le truc, et je veux augmenter le parallélisme et lui donner de une à parce qu'il lit sur 10 partitions par exemple, et je passe d'une thread qui lisait pour un consumer, pour un seul consumer qui lisait 10 partitions, je veux augmenter le truc, je rajoute 10 consumers différents avec 10 threads, avec 14 threads par exemple, en fait, chaque consumer aura un seul truc, celui qui lisait 10, il n'a plus qu'un seul truc, j'ai 4 consommateurs qui font rien. Et du coup, en fait, ça n'avance pas. En fait, je suis juste revenu au même problème. Le problème, il est souvent juste, c'est souvent juste un problème de configuration. C'est juste que tous ces systèmes, ils ont beaucoup de moving parts. Hein, parfois trouver le truc, mais dans le lag, franchement, chaque fois que je l'ai eu, c'est un problème de GC quelque part, ou bien c'est soit j'ai perdu ma connexion à Zookeeper, ou parce que par exemple, le plus souvent, ce que je fais, c'est que j'ai souvent Zookeeper qui est coloqué avec d'autres systèmes. Donc, en gros, on n'utilise pas un Zookeeper pour chaque truc. Simon? Attends. Du coup, je reboucle avec la question qui a été posée tout à l'heure sur l'impact du nombre de partitions sur les perfs. Si on veut vraiment augmenter les perfs, il faut augmenter le nombre de partitions et le nombre de consommateurs de façon proportionnelle. Ouais, le nombre de consommateurs en groupe de préférence. Okay. C'est plutôt, je trouve que c'est plutôt la stratégie qui marche le plus. Ouais. Mais attendez la 09, on aura plus de problème avec là-dessus. Et le nombre de partitions, il y a un nombre par défaut ou c'est le nombre de serveurs je ne sais plus s'il y a un nombre par... Non. Comment? Quand on crée, oui, mais chaque topic, dès qu'il est créé, on a une partition déjà. Donc, en gros, parce que c'est le log par défaut. En gros, si on peut spécifier le nombre de partitions qu'on a, mais quand tu crées un topic, oui, tu crées une partition. Okay. Mais si par exemple, je sais pas, j'ai 10 serveurs, quand je crée le topic, je dois spécifier le nombre de serveurs. C'est pas élastique, c'est pas. Il rebalance selon le nombre de serveurs. Enfin,
je pense même pas qu'il le rebalance comme ça en fait sur chaque élément. Faut le forcer à rebalancer en fait. Non, parce que tu as les partitions et tu as les différents réplicas en fait qui sont rebalancés pour ne pas perdre des données. Les partitions, je pense pas qu'il les rebalance tout seul, mais ça m'étonnerait. Exactement. Voilà, c'est un joli jeu de config quand même. J'utilise ça à fond chez Criteo, donc ils savent bien comment ils sont. Ok, merci. Ah, je crois qu'il y a une question là. Donc le partitionnement au sein des topics, c'est de la cuisine interne. En fait, on ne contrôle pas du tout de quelle manière c'est partitionné. Non, mais on peut le forcer. D'accord. On peut le forcer au niveau. Alors, on peut lui dire comment on veut les créer, mais oui, il a une config par défaut, il crée une D'accord. Donc partition. si on veut en fait partitionner nos données, on crée différents topics, quoi. Si on veut le partitionner de façon fonctionnelle. Oui, bah, en général, pour moi, dans ma façon de penser, je pense souvent comme ça, de toutes les manières. J'ai type de données spécifiques sur un truc, mais ça n'empêche pas que, vu que de toutes les manières, si j'ai pas une sémantique, comme tu dis, fonctionnelle derrière à pouvoir lire les données, je peux les mettre au même endroit et forcer Kafka à me rebalancer les données dans plusieurs partitions différentes pour garantir plusieurs lectures de l'autre côté au niveau des consommateurs. Je voulais savoir, c'est comment ça se passe au niveau du routage entre les producteurs et les brokers. Comment ça se passe pour savoir vers quel broker, quelle partition je dois envoyer mon message. Pardon? J'utilise je n'ai pas regardé ce qu'il fait, mais c'est du round robin. Hein, je crois qu'il y a des stratégies qui. C'est un grand jeu de configuration Kafka. Et en général, c'est selon les différents problèmes finalement qu'on veut régler. Et trouver un truc assez général là-dedans. En général, ce qui est marrant dans Kafka, c'est qu'une question sur la mailing list se finit en Jira souvent. Donc ça en dit long. Donc, le plus souvent, les discussions sont intéressantes sur les Jira, jamais sur la mailing list, je trouve. Du coup, j'ai une deuxième question, c'est comment se fait la réplication entre les... Il y avait le réplica leader, c'est le broker qui possède le réplica leader qui envoie les... C'est à lui c'est chez lui qu'on le lit en fait, ouais. Celui qui est lu. Bon, après, il y a une autre, s'il est perdu, une autre élection qui se fait sur le broker qui a le truc. Non, mais vas-y, pose. Donc, lorsqu'on parle de lag et on dit que lag c'est un problème au niveau de Kafka, j'imagine que c'est un problème pour les gens qui veulent avoir le cas où dès que le message arrive ou bien posté par le producteur, il doit être directement consommé par l'un des consommateurs. C'est quand on va avoir une latence correcte et surtout on veut aussi avoir une sémantique où, parce que le lag, c'est au niveau des consommateurs, selon le type de consommateur qu'on a, on perd des données parfois. C'est des trucs oui, parce que si ça va plus vite que Zookeeper et que ton consommateur il meurt, quand tu vas recommencer derrière, quand tu vas en lancer un, il va pas repartir là où il s'est arrêté. Il y a pas mal de problèmes comme ça qui arrivent. Et du coup, l'intérêt, lorsqu'on parle de Kafka comme un moyen pour la rétention de données, c'est de faire un replay, mais le replay, écoutez, il n'est pas gratuit. Il va le récupérer depuis le disque. Ouais. Non, mais même sans ça, oui, mais il va le relire, mais le replay, c'est pas gratuit. Ça marche bien, mais c'est pas gratuit non plus. Merci. Ma question a trait à la persistance. Quel est le degré de paramétrage, en fait, de la persistance des différents topics? Les différents de persistance, tu veux dire au niveau de broker, c'est-à-dire comment il écrit séquentiellement et tout. J'en sais rien, j'utilise par défaut, ça m'a jamais posé de problème. Parce que, en soi, il les écrit de façon séquentielle, mais le truc, c'est plutôt le support en bas. Et je crois qu'il y a
je crois de la version 8.1, enfin celle avant celle qui vient de sortir en fait, il y a un moyen de pouvoir, de pouvoir modifier comment sur les différents disques en fait qu'on utilise. Et le degré de paramétrage, moi je dirais plutôt en termes de hardware, c'est au niveau des disques avec plus de tours. En gros, ça marche assez bien, les spindles et tout. C'est un autre problème qui est tangent, qui n'est pas vrai, mais c'est Zookeeper, qui marche mieux sur du SSD avec Kafka en général. Parce que vu qu'il écrit les écritures séquentielles, on va éviter qu'il y ait des problèmes. Mais non, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Mais en termes de config, il y a moyen maintenant de monitorer, de remonter l'état du disque de l'écriture depuis Kafka. Je ne sais pas si tu arrives à le configurer vraiment en soi. Mais les trucs par défaut, mine de rien, c'est plutôt la quantité qu'on veut flusher directement, en gros à partir de quelle quantité de messages, et si on veut flusher à partir de 600 messages, 600 trucs, on veut tuner ça par rapport à la taille, c'est ce genre de configuration que ça donne un peu. Mais sinon en soi, comment Kafka écrit son truc, j'ai jamais touché vraiment, mais ça fait au moins 3 ans que j'utilise le truc, j'ai jamais vraiment eu de problème. Plus une question un peu archi de SI. Kafka aujourd'hui, effectivement, pour du traitement big data, ça paraît un peu incontournable. Maintenant, est-ce que tu penses que ce sera un candidat sérieux pour remplacer des solutions type bus d'entreprise, USB Bah, disons que les gars qui ont créé Kafka l'espèrent, ils ont créé une boîte autour. C'est à Confluent, qui est enfin, les 3 créateurs de Kafka, Jack Reps, John Rao et j'ai oublié l'autre. Mais oui, il y a pas mal de gens qui le font. Moi, ma première surprise, c'était l'année dernière de voir une grosse banque d'investissement quand même sur des flux financiers et tout aux US, utiliser vraiment Kafka, mais je crois qu'ils ont le plus gros déploiement plus que LinkedIn en fait. Ça commence par G et S, si vous pouvez savoir. Voilà, et ils ont Kafka, mais à fond, et sur beaucoup de trucs. Ils ont l'un des plus gros déploiements de Kafka. Avant, c'était LinkedIn parce que c'est ce qu'ils faisaient, mais ça fait longtemps que les gens les ont dépassés. GS hein. Ah, beaucoup, j'en sais rien. J'ai dû passer quelques jours de workshop là-bas, mais c'est tout. Mais ils ont de grosses machines. Mais ils ont en termes, ça rentre de plus en plus finalement. Parce que l'idée, en fait, au départ, c'est que bon, oui, c'était une solution pour faire du log, point, en gros, log transporteur. Et plus on l'utilise finalement pour faire juste du big data, pour transporter les données, bah, dit, bah, tiens, mais j'arrive à des temps qui sont sans trop me fatiguer, plutôt corrects. Sans trop gérer les problèmes que je peux avoir avec mes federated queues sur RabbitMQ quand on veut les avoir distribués. Je peux le scaler, je peux le déployer sur plusieurs data centers en gros, parce qu'il y a de la réplication intra-data center, mais aussi du mirror making. En fait, je peux faire un mirror de Kafka sur un data center différent. Ce problème, c'est qu'on perd en termes de tracking d'offset et tout, parce que finalement, c'est pas un réplica, mais c'est juste un consumer qui flush au niveau d'un autre producteur dans son truc, mais ça marche plutôt bien. Et bah, il y a des gens finalement qui disent bah, pourquoi ne pas l'utiliser plutôt que d'avoir un USB. Bon, les USB off d'autres services qui marchent très bien, hein, qui sont faits pour, mais ça revient quand même à adapter le truc. Mais au fur et à mesure, les gars qui ont créé Confluent, c'est d'aller vers ce genre de truc et du streaming, mais vraiment à très low latency. Et leurs plus gros clients, ça reste quand même des grosses entreprises du Fortune 500. Donc c'est plutôt ça. En fait, c'est plus pour parler d'un des exemples qu'on va avoir chez nous d'utilisation de Kafka autre que pour du big data. C'est globalement une appli distribuée. Salut, je te la prends. C'est une appli distribuée qu'on a qui globalement a, je sais pas, une sorte de broker, puis plein de petits exécuteurs. Et on maîtrise pas forcément le nombre d'instances qu'on va avoir. On aimerait bien que les instances communiquent entre elles. Donc, tu as l'aspect un peu service locator de Zookeeper, mais on n'a pas envie que de ça non plus. On a aussi envie de garder les messages parce que c'est important de savoir si quelque chose s'est passé ou pas. Enfin, il y a l'aspect réplication aussi qui nous intéresse énormément. Il y a donc le service locator dont j'ai parlé. Il y a le fait que, bah, en fait, ce que disait Sam, avec très peu de configuration, déjà de base, ça fonctionne. Enfin, on a vraiment, c'est plus l'aspect appli distribué. Éviter de faire ça qu'en RPC, parce qu'on a aussi le choix de le faire en RPC, mais en RPC, tu dois gérer toute la partie fault tolérance. Exactement. Et c'est galère. Donc, moi, je vois bien en tout cas pas mal d'utilisation sur les applis distribuées, massivement distribuées en tout cas. Bah, un endroit il est utilisé mais vraiment à fond par exemple, c'est ceux qui font du real-time bidding, pas très loin de chez vous. Bah, c'est le but, c'est pas juste pour le pipeline de données en back-office pour traiter les trucs, mais c'est vraiment le but de distribution sur beaucoup de choses.
Et quand ils font ça, ils ont plusieurs instances différentes de Kafka qu'ils font. Et... Non, ça rentre de plus en plus, mais bon, c'est évidemment, il n'y a pas encore de vrai support commercial là-dessus. Donc évidemment, les gens sont un peu réticents, mais sinon, en soi, il arrive des trucs. Ouais, si je peux faire juste une remarque, et c'est ce que tu as dit, en fait, le secret de Kafka, c'est qu'ils ont sorti toute la logique du broker. Ça marche super bien. Exactement. Et toute la charge, elle est sur le pauvre consommateur et le pauvre producteur. Et c'est là-dessus que ça marche pas. L'avantage, c'est que les données, elles sont persistées, elles sont là. Voilà. Par contre, pour les extirper, pour écrire dedans, c'est là que c'est du tuning. Ouais. Mais c'est intéressant parce que du coup, ce truc-là, il tient. Et les données, elles tiennent. Après, Ouais, non, tu disais le pauvre producteur qui avait du mal à suivre. On a beaucoup entendu parler du lag et des problèmes côté consumer. C'est quoi les contentions côté producteur? Enfin, on parlait de round robin, de choses comme ça. Je voyais pas trop de... Problème de réseau au niveau des brokers. Okay. Quand t'as... Ouais. Voilà. Et l'API n'est pas terrible. Oui, l'API n'est pas terrible du tout, mais oui, c'est... Ouais. Cela dit, il y a aussi un client, un consumer, un producteur qui a été fait en closure. Et qui utilise Async.io, je crois. Ouais, qui utilise Async.io et qui écrit les offsets dans Redis. C'est pas mauvais. On peut perdre les offsets, mais c'est pas grave. En fait, on n'est pas obligé d'écrire les offsets dans Zookeeper, parce que c'est par défaut. Bah, disons que ceux qui utilisent le Simple Consumer de Kafka, ils n'utilisent pas Zookeeper, ils gardent les offsets en local, mais sur, j'en connais qui utilisent Cassandra pour marquer les offsets directement. C'est un trade-off, après tout, pourquoi pas, si on perd l'offset, on ira chercher avant, et c'est du replay. Exactement, je peux remonter. Et lorsqu'on parle de rétention au niveau de Kafka, par exemple une semaine, 2 semaines, on parle bien des données persistées sur disque. Sur disque, ouais. Non, les garde 30 jours, ça veut dire. C'est limite une base de données parfois. Ouais. Il y avait une question là-bas? Derrière. Juste en fait, j'avais une petite question au niveau de la tolérance au panne. Finalement, qu'est-ce qu'on a? Enfin, on a la réplication des partitions. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme mécanisme? En soi, on a plusieurs brokers qui sont sur des machines différentes. Donc, tu utilises Zookeeper, tout ce qui est Editor Election, ça marche plutôt bien pour ça. Le InSeek Replica, c'est pouvoir tolérer jusqu'à N-1. Donc, jusqu'à N. Oui, jusqu'à N-1, c'est 2 N-1. On peut tolérer jusqu'à N-1 perte en fait, de broker. Mais on peut supporter que jusqu'à 2 fois N-1 nombre de Zookeeper. En gros, la taille de Zookeeper faut en fait qu'on ait toujours quelque chose pour pouvoir les... C'est vraiment le truc qu'on peut accepter. Ça, c'est les problèmes de tolérance au panne et de partition réseau en fait, sur lesquels il faut jouer. Mais sinon, à part ça, il utilise beaucoup Zookeeper quand même pour beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien un jour qu'il puisse avoir... une sorte de registrar, puisque Kafka c'est quand même un log distrait, mais un registrar sur au niveau des brokers en fait, pour pouvoir gérer en fait leur état différent. En gros, avoir une sorte de multipaxos pour au-dessus qui va être trop simple. Mais à part ça, déjà, ça marche plutôt bien. C'est plutôt avec Zookeeper, on n'a pas de problème. J'utilise Mesos par exemple, la Zookeeper pour les leader election, et pour garantir l'état consistant, les masters et tout, j'utilise un multipaxos. Et il y a de plus en plus de gens qui font ça. React fait ça avec Raft pour d'autres trucs. Sur certains de leurs produits et ça avance un peu quoi. Mais sinon ça marche. Donc en fait le broker est jamais au courant de si ça a été consommé ou pas consommé, c'est ça, c'est uniquement les consommateurs qui sont au courant. Ouais. Donc du coup on peut pas dire finalement moi je l'utilise que en faisant du messaging, j'en ai rien à foutre d'avoir de la rétention. Tu fixes le temps de rétention. La rétention, c'est une garantie pour éviter. C'est pas parce qu'il écrit sur le disque que ça tue en termes de latence. Hein. Le bench que vous avez marqué en termes de latence, ça dépassera rarement 20 millisecondes. Si je mettrais le bloc, ça dépasse presque jamais 20 millisecondes. Et quand il le fait pour ça, l'idée c'est parce que lui, il persiste à un niveau par défaut. Il garde ça, il persiste, il met jusqu'à 600 records et puis il flush. Je peux dire, ok. Je veux que tu me le flushes très vite, j'ai des messages de petite taille et tu me l'envoies. En fait, la latence, elle est très basse. On arrive vraiment entre 5 et 10 millisecondes, ça arrive sans problème. Et les consommateurs, ils sont obligés de consommer en temps réel ou on peut très bien avoir certains consommateurs qui... On peut faire du batching au niveau des consommateurs. Ouais, on peut... Oui.
on peut dire attendre jusqu'à un point, c'est comme ça que marche Spark Streaming en fait. Le problème, c'est qu'on a deux niveaux de batching différents, au niveau du consumer et au niveau de Spark en lui-même, que le temps qu'il crée ses micro-batchs, et ça fait un petit problème. On peut imaginer avoir un traitement en temps réel du message et réutiliser exactement le même message dans un autre consumer qui va aller enregistrer. Il est exactement utilisé pour ça. Quand on parle de land d'architecture, c'est exactement ça. En gros, au départ, quand ils ont sorti, la première des choses qu'ils ont faites, c'est d'avoir un projet qui s'appelle Camus, en fait, qui est un job MapReduce, qui lit de Kafka et qui balance tout ça sur HDFS, sur Hadoop, en fait. Donc en gros, le but était par là au départ. Donc en gros, on peut avoir plusieurs consommateurs avec des degrés différents de lecture, en fait. En gros, on lit sur les mêmes données ou bien sur des topics différents les données, on les flush sur une base de données, d'autres données on les met sur HDFS, d'autres données on envoie en stream processor. Devant. Tout à l'heure, je ne me rends pas bien compte si on fait l'hypothèse qu'on est au sein d'un data center et on a du network très rapide, ou est-ce qu'on peut imaginer être un multi-data center de lag. Alors, beaucoup des résultats qui sont sur Kafka sont dans intra-data center en fait. On peut faire, comme je disais, du mirroring sur data center, mais Kafka marche tel que c'est fait, tel que c'est répliqué. Les assumptions qu'ils ont pour que ça puisse être valide même de façon pratique, c'est vraiment intra-data center. Si tu commences à sortir de côté outside data center, il faut avoir une autre logique en fait. J'ai été dans un projet pareil où avec Singapour et Londres, deux Kafka différents, mais tu paies la latence déjà qu'il y a entre les trucs, tu payes le réseau, ça coûte cher, et surtout, il vient écrire sur un autre Kafka de l'autre côté, pour garantir en fait les données, on avait un système qui utilisait un gros zookeeper qui ramenait les données de l'autre truc et tout. Mais en soi, c'est pas Kafka qui le fait, c'est vous, c'est codé à la main, à faire du truc pour garantir que les données remontent correctement. C'est faisable, ou bien activer le mirror maker en fait. Mais c'est juste avoir le même truc qui apparaît de l'autre côté, c'est juste du simple mirroring. Voilà. Merci.